Voilà. Alors voilà, j'ai choisi comme, comme titre de mon exposé «Éthique médicale et médecine de masse dans la Rome antique» et vous verrez que j'ai choisi ce titre particulièrement parce qu'il y a des liens extrêmement forts avec la médecine d'aujourd'hui. Non pas la médecine technique, parce que je n'en serais pas capable, mais simplement l'éthique médicale et la façon de traiter les patients. Alors, chers amis, donc merci, je vous remercie déjà d'avance d'avoir la patience de m'écouter, à défaut de m'entendre. Et puis, je vous dirai que, avant d'aborder mon sujet, il est nécessaire, je crois, de rappeler très brièvement le cadre général de la médecine antique dans lequel s'insère la problématique dont je vais parler aujourd'hui. Et ce sont des choses qui vous sont connues. La figure d'Hippocrate a régné sur toute la médecine occidentale pendant plus, et c'est extraordinaire, pendant plus de 2000 ans, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, où il a vécu et enseigné la médecine sur l'île de Kos, jusqu'au 19e siècle. Donc ça vous paraît peut-être lointain à certains ou certaines d'entre vous, mais enfin moi ça me paraît encore assez proche, le 19e siècle, et là le néo-hippocratisme perpétue les doctrines d'Hippocrate, et notamment ce qui est vraiment un sujet d'actualité, l'influence de l'environnement sur la santé et sur les maladies, tel que l'avait enseigné le traité hippocratique des airs, des eaux et des lieux. Et l'ensemble de son œuvre, il n'est pas hors de propos de le rappeler, l'ensemble de son œuvre, c'est quand même 10 gros volumes dans l'édition fondatrice d'Émile Littré, que vous avez certainement dans votre bibliothèque, qui a été publiée elle aussi au milieu du 19e siècle. Et j'ajoute simplement que l'Antiquité déjà, en tout cas les Latins, appelaient Hippocrate, et le nom lui est resté, le pater medicinae, le père de la médecine. Et alors notre propos d'aujourd'hui, c'est, je voudrais surtout pas me lancer dans un long discours pour retracer même sommairement les lignes de force de la pensée de l'enseignement d'Hippocrate, parmi lesquelles, vous le savez probablement, figure la fameuse pathologie, ce qu'on appelle la pathologie humorale, qui situe l'origine des maladies dans un déséquilibre des 4 humeurs fondamentales, le sang, la bile, la bile noire et le flegme, sujet que Anne-France connaît très bien. Et je pourrais citer aussi parmi ces doctrines le combat qu'il a mené pour éradiquer la vieille croyance que les maladies dépendent de la bonne volonté des dieux, et que donc si l'on veut guérir d'une maladie, il importe de prier les dieux qui feront ou ne feront pas la guérison. Mais à ce propos, je vous cite ce mot malicieux d'Hippocrate, qui est rapporté dans un de ses traités du régime, et qui dit: prier est certes une chose convenable, et même excellente, mais tout en invoquant les dieux, il faut commencer par s'aider soi-même. S'aider, S'-AI, hein, non pas C-E. Alors, ce combat d'Hippocrate s'est incarné dans un traité absolument célèbre qui s'appelle la maladie sacrée. Et vous savez que la maladie sacrée, c'est hierénoussos en grec, c'est la dénomination de l'épilepsie, qui était une maladie aux manifestations spectaculaires et longtemps et pas si loin de nous même,
qui a été chargé de tous les fantasmes, hein. Un épileptique était quelqu'un qui, d'une façon ou d'une autre, était touché par des forces surnaturelles. Alors, la médecine, j'en viens à mon propos bientôt, la médecine hippocratique fait figurer parmi ses exigences premières, j'insiste, l'attention du médecin à la personne, à l'individualité du patient. Elle est fondée, cette médecine, sur une anamnèse rigoureuse et sur l'assiduité du praticien au lit du malade. Elle est une médecine qu'on dirait aujourd'hui particulièrement chronophage, c'est-à-dire qu'elle exige beaucoup d'investissement et beaucoup de temps de la part du médecin. En conséquence, le médecin hippocratique est dans l'impossibilité de prendre en charge un grand nombre de patients, comme le rappelle par exemple Cels, sur lequel j'ai fait la thèse que Anne-France a eu l'amabilité de citer. Et Cels dit dans son encyclopédie médicale, qui est écrite donc en latin au 1er siècle après Jésus-Christ, et sous l'empereur Tibère, il dit, et vous me permettez de citer en latin, ab uno medico multos non posse curari. Et je traduis, le médecin ne peut à lui seul soigner un grand nombre de malades. Je passe rapidement. Après Hippocrate, l'histoire de la médecine antique se poursuit à Alexandrie d'Égypte, qui a été fondée, comme son nom l'indique, par Alexandre le Grand, dans la seconde moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ, vers 330. Son musée, donc à Alexandrie, il y a une institution qui s'appelle le musée, qui est une sorte d'université et de centre de recherche avant la lettre, et qui attire de très nombreux savants du monde entier, enfin, le monde connu à l'époque, engagés dans les différentes disciplines du savoir. Et là, dans ce musée, dans cette université d'Alexandrie, la recherche médicale y est florissante. C'est à Alexandrie que sont pratiquées les premières dissections humaines, je dis bien humaines, pas animales, hein, avec comme corollaire un développement fulgurant de la chirurgie. Et c'est aussi à Alexandrie que, tout en restant l'héritière de la médecine hippocratique, la médecine se divise en deux grandes écoles. Ce sera important pour notre propos ensuite. L'école appelée logique ou rationnelle, c'est du grec logos, donc la raison, et du latin ratio, qui signifie bien sûr aussi la raison. Elle s'appelle, cette médecine, la médecine rationnelle, parce qu'elle fonde la médecine sur l'exercice du raisonnement et en particulier sur la recherche des causes de la maladie et plus encore des causes qui n'apparaissent pas au regard, mais qui sont enfouies dans la profondeur du corps humain. Et l'autre école est l'école qu'on appelle empirique, du grec empeiria, qui veut donc dire l'expérience, parce que elle rejette complètement l'usage du raisonnement spéculatif et elle veut fonder la médecine exclusivement sur l'expérience. On donne tel remède parce que l'expérience personnelle ou des autres nous a enseigné que c'est tel remède qui convient. Il est inutile pour eux de perdre son temps à vouloir chercher toutes sortes de causes. Ils disent notamment, et vous voyez que c'est presque un sophisme, ce qui compte pour le médecin, ça n'est pas de connaître la maladie, mais c'est de connaître le remède contre la maladie. Vous voyez, c'est un raisonnement un peu spécieux. Et nous arrivons enfin, vous me pardonnerez d'avoir peut-être été un peu long, à l'étape suivante, celle qui nous concerne tout spécialement aujourd'hui.
Elle se déroule à Rome. Ça, vous pouviez le deviner si vous me connaissez un tout petit peu. Il importe tout d'abord de noter que dans sa conquête de la Grèce au IIe siècle avant Jésus-Christ, Rome, et on l'oublie souvent, Rome ne détruisit pas la civilisation du peuple vaincu, comme ont pu le faire, par exemple, les conquistadors avec les civilisations amérindiennes, Inca, Aztèques ou Mayas, qui ont été littéralement laminées. Ce fut tout le contraire. Le peuple vainqueur, les Romains, s'est mis à l'école du peuple vaincu, les Grecs. Et selon le mot célèbre du poète Horace, le poète latin Horace, et je ne résiste pas au plaisir de le dire en latin. Graecia capta ferum victorem cepit, c'est-à-dire la Grèce conquise a conquis son farouche vainqueur. Donc Rome s'est mise à l'école de la Grèce et on oublie, comme je l'ai dit tout à l'heure souvent, que Rome fut une civilisation bilingue qui adopta les arts et les sciences de la Grèce, mais en y apportant une approche et une voix VOX originale, héritée de la tradition italique, en particulier de la tradition étrusque, une civilisation dont on a encore quelques bons souvenirs. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de la médecine. Vous voyez que peu à peu je m'approche de mon sujet. L'antique médecine italique, qui était empirique et populaire, fut rapidement donc submergée par la médecine grecque, mais sans pour autant disparaître totalement. Nous connaissons en détail les procédés et les recettes de cette médecine antique, italique, avant l'arrivée des médecins grecs. Et nous connaissons ces détails par Caton l'Ancien et surtout, j'en parlais au début, par celui qui est quand même mon ami, même si je dirais du mal de sa mort, de l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, qui est la plus extraordinaire encyclopédie du monde antique. Vous avez tout dans ces 35 livres de Pline l'Ancien. Il était amiral en chef de la flotte, mais il consacrait ses nuits à l'étude. On se demande d'ailleurs quand il dormait. Il fait probablement partie des gens qui ne dorment pas. Alors, Rome donc importa de Grèce la médecine et les médecins, et seuls ces médecins suscitèrent quasi immédiatement l'engouement, pour ne pas dire la fascination du public, comme d'ailleurs pour tout ce qui venait de Grèce. Certains de ces médecins, devenus des célébrités, en profitèrent pour se faire des fortunes considérables, parfois en proposant à la naïveté de leurs patients, tout est beau quand ça vient de loin, des cures miracles, je vous en cite deux, des baignoires suspendues et des bains glacés au cœur de l'hiver. Ben ça, au Canada, peut-être que ça n'étonne personne, hein, mais en Grèce, c'était quand même, ou à Rome, assez étonnant. Hein. Alors, voilà le contexte, bien sûr que j'ai trop rapidement esquissé, dans lequel naît, et ça y est, j'y suis à mon sujet, au centre, dans lequel naît à Rome, au tournant du 1er siècle avant et du 1er siècle après Jésus-Christ, une école médicale nouvelle aux idées proprement révolutionnaires. Elle prit le nom d'école méthodique. Pourquoi? À cause du grec méthodos, qui signifie la voie, le chemin, la route. C'est que cette école voulait indiquer une nouvelle voie, un nouveau chemin
pour la médecine, donc qui rompait totalement avec la tradition hippocratique. Elle balayait donc toutes les doctrines enseignées depuis Hippocrate et elle fondait la médecine, je vous demande votre attention, sur un principe absolument simple, à savoir que toute maladie se manifeste, je dis bien toute maladie, se manifeste soit par un excès, soit par une carence des humeurs corporelles. Donc, par un état visible, j'insiste sur le mot visible, de resserrement ou de relâchement du corps, appelé en latin status strictus pour le resserrer et status laxus pour le relâcher. Je vous ai dit, je souligne le terme visible parce que j'y reviendrai, il est important dans mon propos. À partir de ce constat, le médecin doit traiter par les contraires, relâcher ce qui est resserré et resserrer ce qui est relâché afin de parvenir à l'équilibre, et cet équilibre est synonyme de santé. Rassurez-vous, c'est de l'eau, hein. Parce que Anne-France doit connaître une spécialité valaisanne de mon pays d'origine, des montagnes, qui est la Williamine, qui est un alcool fait avec de la poire. Tu connais Anne-France, bien sûr. Alors, cette doctrine donc, que je viens d'esquisser, elle peut être facilement, vous imaginez bien, caricaturée. Et les adversaires ne s'en sont pas privés en déclarant, par exemple, qu'elle permet en quelques semaines de faire d'un savetier un médecin, alors que, comme le souligne Galien, un apprentissage sérieux de la médecine requiert des années d'études et de pratique. Et ça n'est pas Anne-France qui me contredira, elle qui a précisément vient de travailler sur le sujet de la formation du médecin dans un article qui paraîtra bientôt, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, je disais donc qu'on accusait cette médecine de pouvoir faire d'un savetier, donc d'un cordonnier, ce n'est pas contre le métier du cordonnier, mais on pouvait faire d'un cordonnier un médecin en l'espace de quelques semaines, disaient les ennemis de cette école méthodique. Pour Galien, il le raconte lui-même, pour devenir médecin, il a étudié et pratiqué pendant 10 ans à Pergame, à Alexandrie, en faisant comme aujourd'hui, en passant au fond d'une école médicale à une autre pour connaître l'ensemble de la médecine. Et alors, Galien a aussi été, je le dis en passant, chirurgien dans la caserne des gladiateurs de Pergame. Et pour ce qui est de voir des blessures, il devait être servi et il a dû comme ça apprendre beaucoup. Alors, on reprochait principalement à la médecine méthodique, ainsi que le rapport Sells, d'être rudimentaire, puisqu'elle refusait de prendre en compte les caractères propres donc, de l'individualité de chaque malade. Elle refusait de prendre en compte la nature individuelle de chaque malade et se limitait au seul caractère commun, comme je vous l'ai dit, resserrement et relâchement, qu'on appelait les communautés. Elle ne pouvait convenir, selon ses détracteurs, entendez bien, elle pouvait convenir uniquement à la médecine vétérinaire. Et vous voyez pourquoi? Parce que les animaux n'étant pas doués de la parole, le dialogue médecin-malade était impossible. Et alors, on ne pouvait pas connaître les caractères individuels de la maladie dont souffrait ce pauvre animal, puisqu'on ne pouvait pas lui parler. On ne peut donc pas faire d'anamnèse et de traitement individualisé.
Je ne sais pas ce que dirait un vétérinaire aujourd'hui, mais il ne peut quand même pas parler au cheval, hein. Et même si on lui parle, mais le cheval répondra difficilement. Alors, toujours selon ses adversaires, la médecine méthodique pouvait, je vous demande d'être attentif, pouvait également convenir aux grands hôpitaux. Vous avez bien entendu, hein, aux grands hôpitaux, en latin ampla valetudinaria, dans lesquels les médecins n'ont pas le temps d'accorder toute leur attention à chaque malade. Ils doivent donc limiter leur prise en charge au caractère commun de l'affection en négligeant les caractères propres de chacun qui sont trop longs à investiguer et qui sont donc incompatibles avec la consultation rapide d'un médecin qui est pressé par le nombre de malades à visiter. La doctrine méthodique, par définition, on le voit, est en contradiction avec la médecine hippocratique, qui, comme nous l'avons déjà souligné à maintes reprises, est foncièrement attachée à la nature individuelle du patient. Chaque malade est unique et réclame donc de la part du médecin un traitement différencié fondé sur une présence assidue, une connaissance attentive acquise au chevet du malade en dialogue avec le malade, le patient, mais aussi, il suffit de lire le serment d'Hippocrate, avec sa famille. Et le médecin, c'est en fait une sorte de médecin de famille qui connaît tout de la famille, qui connaît les antécédents et qui donc peut traiter en fonction de cela. Mais vous voyez bien, comme je vous l'ai dit, que c'est une médecine chronophage qui réclame du temps, de la disponibilité de la part du médecin. Et à propos des grands hôpitaux que je viens d'évoquer, il faut préciser que l'hôpital, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, à savoir une institution qui est dédiée au traitement des malades, c'est quelque chose qui est inconnu de l'Antiquité. Les médecins peuvent certes avoir des cabinets dans l'Antiquité, et parfois ces cabinets sont même mis officiellement à leur disposition par la cité qui tient à leur présence. Et dans ces cabinets, ils consultent et avec leurs assistants, ils procèdent aux opérations. Je précise que à Rome, il y avait un médecin qui ne soignait que, comme je le dirais, que les gens de qualité, hein, mais les médecins étaient nombreux. Mais dans les petites villes des provinces, souvent il n'y avait pas de médecins. Et un des moyens, c'est que ces villes se cotisaient pour faire venir un médecin, mettre un local à sa disposition et même lui assurer un revenu annuel. Ça s'est fait dans certains villages de Suisse, villages de montagne, où il n'y avait pas de médecin et où le conseil communal, au fond, votait un crédit pour faire venir un médecin, l'installer. Encore fallait-il trouver quelqu'un qui veuille vivre à 1800 mètres d'altitude dans la neige. Mais enfin, maintenant, la neige, il y en a moins, je dois dire. Alors, en règle générale, donc, mais il n'y a pas d'hôpital. Mais en règle générale, les gens naissent, sont malades et meurent à la maison. L'hôpital est une création médiévale qui est née de la charité chrétienne et qui était réservée d'abord à l'accueil des pauvres et des indigents. L'exercice de la médecine peut certes s'y dérouler, mais ce n'est pas la vocation première de ces établissements. Et d'ailleurs, on peut voir quelle était cette vocation simplement par le nom d'un certain nombre de ces hôpitaux. À Paris, par exemple, l'hôpital de la Charité, l'hôpital de la Pitié,
À Naples, l'Albergo dei Poveri, hein, l'hospice des pauvres, et qui montre bien que c'était fait pour l'accueil des indigents, mais pas en premier lieu pour un hôpital. Et ce n'est qu'à partir du 19e siècle que ces hospices se transforment en établissements médicaux qui sont destinés exclusivement, comme aujourd'hui, à prodiguer des soins aux malades et aux blessés. Les grands hôpitaux dont il est question ici, dont je vous ai parlé, là où la médecine méthodique peut s'exercer, sont en fait de vastes infirmeries où sont soignés les esclaves qui, notamment sur les grandes exploitations agricoles, ce qu'on appelle encore aujourd'hui les latifundia, pouvaient être des milliers à travailler. Et il s'agit probablement aussi des infirmeries pour militaires, pour soldats, installés dans les camps militaires. Il est évident que ces établissements qui accueillaient des foules de malades ne pouvaient leur assurer une médecine adaptée au cas particulier de chacun, comme l'exigeait la médecine hippocratique traditionnelle. La médecine méthodique, et j'insiste, n'a sûrement pas été, on ferait là un anachronisme, n'a sûrement pas été inventée, comme on le verra plus loin, pour répondre aux besoins spécifiques de ces grands hôpitaux. Sa visée première, donc, de cette médecine méthodique était scientifique et non pas sociale. Elle compte d'ailleurs parmi ses représentants des grands noms de la médecine antique comme Soranos, Soran en français, deuxième siècle après Jésus-Christ, qui est l'auteur d'un remarquable traité de gynécologie qui nous a été conservé en entier, qui est aussi l'auteur d'un grand traité sur les maladies aiguës et les maladies chroniques que nous ne connaissons que par l'adaptation qui en a été faite en latin par un certain Célius Aurélien. Mais cette médecine, donc, n'a pas été inventée pour cela, mais on doit bien avouer qu'elle était particulièrement adaptée aux nécessités des grands hôpitaux. De même qu'elle a pu constituer une réponse, et ça on n'y pense jamais souvent, jamais souvent. Quelle drôle d'expression j'ai employée. Non, vous ne l'avez pas entendu. Alors, elle est particulièrement donc adaptée aux grands hôpitaux, mais elle pouvait constituer une réponse aux immenses défis de santé publique d'une ville comme Rome, devenue à son apogée une mégapole qui devait approcher le million d'habitants. 1 million d'habitants, c'est absolument énorme, hein. Vous imaginez ce que ça représente, d'abord pour les adductions d'eau, pour qu'il y ait de l'eau pour tout le monde, et ensuite, on n'y pense pas non plus, mais si chacun ne mangeait, par exemple, qu'une livre de pain par jour, ça ferait 500 000 kilos de farine qu'il faut chaque jour assurer à la ville. Et cette farine n'est pas, le blé n'est pas produit à Rome, hein. C'est donc, il arrive au port d'Ostie, et du port d'Ostie, les immenses chariots, on dirait aujourd'hui les camions, les amènent à Rome. C'est une file ininterrompue de camions, donc à chevaux, sur la route, qui approvisionne Rome, avec des problèmes de circulation, de bruit, de trafic dont on a des témoignages, sauf pour les gens qui pouvaient avoir une belle villa à l'abri dans des jardins. La vie n'était pas facile à Rome, hein, dans le bruit perpétuel jour et nuit. Et tout ça sont des choses auxquelles on ne pense pas parce qu'on entend les discours de Cicéron, on lit Tacite, mais la vie de tous les jours, la vie quotidienne des gens, surtout des gens plus humbles,
est rarement traité dans la littérature antique. Alors, donc, ça pouvait être une réponse, cette médecine méthodique, à ces besoins immenses de santé publique dans une ville d'1 million d'habitants. Et on imagine aisément qu'avec sa pratique individualisée, la médecine hippocratique ne pouvait soigner qu'une mince frange de cette population, la plus riche, bien entendu, et la plus socialement élevée. À cet égard, le témoignage de Galien est éloquent, le grand médecin Galien qui a fait l'essentiel de sa carrière à Rome et qui dit que la pratique de son art l'a fait connaître, lui, Galien, dans la haute société de Rome et ensuite même auprès des empereurs. La médecine méthodique, en revanche, elle se prêtait à la prise en charge du plus grand nombre, ce qu'on appellerait aujourd'hui une médecine de masse. Cela est d'autant plus vraisemblable qu'à cette époque émergeait une nouvelle éthique médicale fondée, et j'aimerais que vous reteniez le mot, sur la miséricorde, qui faisait devoir aux médecins de soigner chaque être humain sans égard ni à sa fortune, ni à son statut social. Dans cette optique, la médecine restait certes une science, mais elle devenait aussi, et peut-être d'abord, un apostolat au service de l'autre, celui que le christianisme plus tard appellera le prochain. Il faut probablement voir l'influence de la morale stoïcienne dans cette inflexion de la déontologie médicale au 1er siècle après Jésus-Christ, qui réclame une attitude générale de bienveillance envers l'humanité, mais ça, c'est Hippocrate l'a déjà dit, la philanthropie hippocratique, c'est une attitude envers l'ensemble de l'humanité de bienveillance. Mais l'attitude que je dirais stoïcienne et qui sera chrétienne plus tard, c'est quelque chose de différent. C'est une attitude personnelle, une attention personnelle à l'autre. On doit le soigner parce que c'est notre prochain. Et l'argent ne doit pas être un critère là-dedans. Je vous rappelle dans l'Évangile, je vous rappelle l'histoire du bon Samaritain qui soigne le blessé sur la route de Jéricho. Vous ne voyez pas le bon Samaritain, une fois qu'il a soigné le blessé, lui tendre la note pour lui dire ça fait tant de la somme, c'est tant pour t'avoir soigné, hein, la facture. Et c'est à la limite de la médecine gratuite. Alors j'ai dit, il faut voir là l'influence donc du stoïcisme parce que le temps du christianisme n'est pas encore venu et le christianisme qui fera de la miséricorde devenue la charité, appelée la charité, fera de la charité une vertu théologale au même titre que la foi et l'espérance. Et cette nouvelle éthique médicale, au service de tous, hommes libres ou esclaves, riches ou pauvres, impliquait nécessairement une médecine moins sophistiquée que la médecine hippocratique, une médecine apte à prendre en charge le plus grand nombre. C'est justement ce que pouvait faire la médecine méthodique. Il est important de préciser quand même que le médecin méthodique ne peut être assimilé à ces aides-médecins, en grec uperetai tou iatru, dont parle Platon dans son traité des lois, qui sont alors eux des soignants de seconde zone qui ne disposent pas d'une formation médicale. Ils soignent, c'est chez Platon, c'est pas moi qui l'invente, hein, ils soignent essentiellement les esclaves
alors que le médecin hippocratique soigne les hommes libres. Ils dispensent leurs soins à la hâte, d'après Platon, dans des consultations expéditives qui les font courir, le terme est de Platon, d'un malade à l'autre. Mais tel n'est pas le médecin méthodique, malgré les caricatures qui ont pu en être faites, notamment par Galien, qui ne peut pas les supporter. La doctrine prônant la prise en compte exclusive des caractères communs de l'affection n'est pas une médecine au rabais, même si elle a pu être utilisée ainsi. Elle repose en effet sur un projet scientifique ambitieux. Et c'est le moment maintenant de vous exposer ce projet scientifique ambitieux. Ça comme je l'ai dit, ça n'est pas un officier de santé qui vaguement va mettre un peu de teinture d'iode sur les blessures, hein, mais c'est un vrai médecin avec une formation, mais une formation qui a pu être facilement caricaturée. Alors, il importe de vous dire que je vous disais que l'école méthodique, c'est une école scientifique, enfin au sens où on l'entend dans l'Antiquité, et non pas une œuvre sociale pour soigner les pauvres et les orphelins. Et l'Antiquité a classé la médecine parmi les arts technè en grec, c'est-à-dire les métiers, les professions, qu'on appelle les arts conjecturaux. Et pourquoi artes conjecturales en latin? C'est les arts qui ne peuvent atteindre leur but à coup sûr, comme par exemple le tir à l'arc ou la navigation. Par exemple, le navire, il peut faire naufrage, il n'arrive pas toujours au port. La flèche, sauf celle de Guillaume Tell et de sa pomme, ne touche pas toujours la cible, et le médecin ne guérit pas toujours le malade. C'est important pour la conclusion à laquelle je vais arriver, c'est donc un art conjectural. Tel remède, comme dit Cels, qui s'est révélé salutaire pour un malade, se montre absolument inefficace pour un autre. Et tel malade que le médecin croyait sauver meurt, et tel autre que le médecin croyait condamné survit. À quoi est due cette incertitude? Essentiellement, comme dit le médecin Cels, qui ne fait qu'enregistrer la tradition antique, c'est dû à la faiblesse de la raison humaine. Or, c'est le raisonnement du médecin qui, à partir de l'interrogatoire et de l'observation du malade, à partir de l'analyse des symptômes, établit diagnostic, pronostic et thérapeutique. Mais l'opération du médecin se heurte toujours aux limites de la raison humaine, laquelle est incapable de saisir la nature dans sa totalité, dans l'immense diversité de son fonctionnement et de ses manifestations. Une marge d'incertitude et d'erreur que certains appelleront le hasard, la bonne ou la mauvaise fortune, cette marge d'incertitude et d'erreur est donc inhérente à l'exercice même de la médecine. Et on dira, on l'a bien soigné, mais pas de chance, il est mort. Hein? On l'a bien soigné, pas de chance, il est mort. Ce pas de chance est terrible, c'est l'incertitude médicale, c'est la marge qu'il peut y avoir. Et c'est ici, mes chers amis, qu'intervient le projet révolutionnaire de l'école méthodique, dont la doctrine des communautés ne vise rien de moins que de supprimer la possibilité d'erreur, en supprimant le passage par le raisonnement du médecin. Je m'explique bien, hein, puisque
c'est l'intelligence du médecin, l'intelligence humaine qui est incapable de saisir toute la diversité du vivant. En intelligence humaine n'y suffit pas, il y a forcément une marge d'erreur. Et la médecine méthodique veut supprimer cette marge d'erreur. Et elle le fait, comme je vous l'ai dit, en supprimant le passage par le raisonnement du médecin. Pour supprimer cette médiation du raisonnement entre le phénomène, c'est-à-dire ce que le médecin voit, et l'indication qu'il en tire, c'est-à-dire la détermination de la thérapeutique, qu'est-ce qu'il faut? Selon les méthodiques, il faut que la maladie, l'affection, impose, je pèse mes mots, impose son évidence au regard du médecin de façon immédiate et instantanée. C'est pour cela que les méthodiques ont inventé la notion de communauté, resserrement et relâchement, par lesquels le médecin, en une sorte de fulgurance, est conduit à l'indication du traitement sans passer par le raisonnement. Et je citerai à ce propos la formule si éloquente d'un philosophe médecin du nom de Sextus Empiricus, qui dit que c'est comme lorsqu'on est conduit à la soif, par la soif, on est conduit à la boisson, et par la faim, on est conduit à la nourriture. Je m'explique, nul besoin de raisonnement pour boire quand on a soif ou pour manger quand on a faim. C'est une évidence. C'est une évidence qui s'impose. On n'a pas besoin de raisonner. Vous ne vous dites pas j'ai soif, tiens, j'ai soif, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Conjecture, il faut que je boive. Vous voyez l'absurdité que ce serait. Eh bien, le médecin méthodique, c'est ce qu'il vise en matière de médecine. Les sensations de soif et de faim imposent d'elles-mêmes le remède, comme la communauté, le resserrement et le relâchement, imposent d'elles-mêmes l'indication de la thérapeutique. Et j'insiste pour être bien clair, ces communautés méthodiques, resserrement et relâchement, ne sont pas des signes, parce qu'un signe demande à être interprété et il demande donc la médiation du raisonnement. Le regard méthodique du médecin méthodique ne trie pas, ne sélectionne pas. Ce n'est pas le regard du médecin qui pénètre son objet. C'est car ce regard du médecin pourrait être biaisé, pourrait être source d'erreur. Mais c'est l'évidence de l'objet, c'est-à-dire de l'affection, qui s'impose au regard. Un regard qui est en somme passif, et je fais la comparaison, comme le moule qui reçoit en creux une empreinte pour ensuite reproduire cette empreinte. La médecine méthodique, je pourrais l'appeler une médecine de l'évidence. Et dans l'histoire de la médecine antique, elle constitue, mais comme vous pouvez ne plus en douter désormais, une véritable révolution. Et je conclus. Est-ce que j'oserais, en guise de conclusion, faire un rapprochement que vous avez peut-être déjà fait vous-même dans votre tête entre cette tentative méthodique et notre médecine contemporaine, qui recourt elle aussi à la souveraineté du regard. Mais il s'agit désormais du regard technique de plus en plus sophistiqué de machines, comme le scanner ou la résonance magnétique, qui, à l'instar des communautés méthodiques, visent à imposer l'image de l'affection
en réduisant le plus possible l'incertitude due aux aléas du raisonnement. Quelle que soit, en l'occurrence, l'immense disproportion des connaissances et des moyens techniques avec ses lointains devanciers méthodiques, la médecine contemporaine poursuit d'une certaine façon le vieux rêve méthodique, peut-être devrais-je dire plutôt la vieille chimère méthodique, qui voulait faire de la médecine une science exacte. Voilà, mes chers amis, je vous avais promis d'arriver à une conclusion, j'y suis. Et merci beaucoup de votre attention qui me fait vraiment très plaisir. Et c'est Anne-France, je pense, qui prend la parole.